Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir. Avant de commencer cette troisième émission consacrée à Georges Clemenceau, chronique littéraire, nous tenons, Gauthier et moi, à vous présenter nos meilleurs vœux pour cette année 2018, en priorité la santé et la prospérité. Oui, meilleurs vœux à toutes et à tous, et nous espérons que tout au long de cette année 2018, vous aurez plaisir à écouter nos émissions, notamment nos chroniques littéraires. Merci Gauthier. Pour le centenaire de l'année 1917, les éditions Perrin ont publié en fin d'année dernière une magistrale biographie de Georges Clemenceau, écrite par Michel Vinocq. Gauthier, peux-tu nous présenter l'auteur en quelques mots s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Alors, Michel Vinocq, c'est un historien qui est assez connu du grand public. Avec Azéma, c'est un peu l'un des deux grands historiens, et Max Gallo, qui est mort il y a quelques mois, même si c'était plus un essayiste, sont parmi les grands historiens connus des Français. Michel Vinocq est né en 1937, et c'est un historien contemporanéiste, comme on dit, c'est-à-dire qu'il est spécialisé dans l'histoire contemporaine de la France, et notamment l'histoire des idées républicaines, principalement le socialisme. Mais Vinocq s'est aussi intéressé au-delà du thème de la République, à d'autres questions, avec différents ouvrages et travaux sur l'antisémitisme, sur les mouvements d'extrême droite et sur le nationalisme français en général. Et il est aujourd'hui professeur à l'Institut d'études politiques de Paris, Sciences Po. Et alors il a écrit cette biographie donc, de Georges Clemenceau, qui en réalité est parue en 2007, ça n'est pas un livre récent, mais il est republié dans le cadre de cette édition du centenaire, avec cette couverture qui le montre lors de sa présidence du Conseil, autour de parlementaires, comme il était coutume à l'époque, en haut de forme et redingote. Et dans cette édition du centenaire, qui est en commémoration de la Première Guerre mondiale, Michel Vinocq revient sur l'une des figures principales du XXe siècle, une des figures politique principale. En réalité, Vinocq a écrit assez peu sur des hommes d'État du 19e ou du 20e siècle, puisque, à part Clemenceau, il n'y a de sa part qu'une biographie de Pierre Mendès France, qu'il a écrit en 2005, et une biographie de François Mitterrand en 2015. C'était juste avant le centenaire de la naissance de François Mitterrand. Mais la plupart des livres de Vinocq, en réalité, sont relatifs non pas aux hommes, aux grandes figures, mais à l'histoire des idées, notamment républicaines, et l'histoire des régimes. Et ces seules autres biographies politiques, en réalité, alors sont très différentes l'une de l'autre, mais relatives tout de même à des figures du 19e siècle. Tout d'abord à Victor Hugo, mais le Victor Hugo parlementaire, naturellement, le politique, dans Victor Hugo, dans l'arène politique qu'il a écrit en 2005, et puis sur Édouard Drumont, qui était un polémiste antisémite et qui fut élu député d'Algérie. Ça, c'est dans Édouard Drumont et compagnie, Antisémitisme et fascisme en France, qu'il a écrit en 1982. Voilà pour les œuvres biographiques de Vinocq, sachant que le présent ouvrage est original et agréable, puisque, étant une biographie, il ne présente pas pour autant une approche par la chronologie, qui serait classiquement admise dans une biographie. En fait, il oscille entre structure chronologique et structure thématique. Il y a régulièrement comme ça des retours en arrière dans la chronologie de Clemenceau, mais qui permettent d'approfondir certains thèmes de sa vie, puisque c'est un homme, Franck, qui avait énormément de facettes. Parlons-en de toutes ces facettes. La première question que l'on peut se poser à la lecture du livre de Clemenceau, de Michel Vinocq consacré à Clemenceau, est celle-ci. Qui fut réellement Clemenceau ? Clemenceau, c'est l'homme aux quatre têtes. Tour à tour, ou tout à la fois, le tigre, le dreyfusard, le premier flic de France, et également le père de la victoire. Revenons quelques instants sur le tigre. Le tigre est le surnom que son ami Émile Buret lui donne en 1903, et qui fut repris par tout le monde. Il s'applique rétrospectivement bien aux tombeurs de ministères, aux députés implacables, dont les discours griffent. Pour la petite anecdote, lorsqu'on disait de manière ironique à Clemenceau qu'il était le tombeur de plusieurs ministères, il répondait « En réalité, j'en ai fait tomber qu'un, c'est toujours le même ». Dans ce livre de Vinocq, il y a une formule que j'affectionne et qui dit la chose suivante. L'événement a créé Clemenceau. Vinocq écrit « Georges est né le 28 septembre 1841 à Mouilleron en Paré, en Vendée. Clemenceau à Paris, en 1870,
quand les Prussiens assiégeaient la capitale. Fin de citation. Effectivement, sans cette guerre perdue par Napoléon III, puis le siège de Paris, la Commune, qu'aurait-il mené comme vie? Sûrement une carrière de médecin, car ses idées politiques ne lui auraient pas permis d'émerger sous le règne du dernier Napoléonide. Alors Clémenceau est un Vendéen, mais de cette Vendée catholique et royale, il est un bleu. Alors en Vendée, la paysannerie, l'aristocratie, la piétaille sont des blancs. Dans la bourgeoisie, il en allait autrement. Les bleus y abondent. Or, les Clémenceau étaient des bourgeois, mais une espèce éclairée de bourgeois, une lignée de médecins. L'auteur remonte dans l'arbre généalogique et nous apprenons que l'arrière-grand-père de Georges Clémenceau, Pierre-Paul, fut nommé médecin des armées de l'Ouest sous la Révolution, avant d'être sous-préfet de Montaigu et enfin, en 1805, membre du corps législatif. Il en est un peu plus clair que dans la famille Clémenceau, on défend la politique et que celle-ci fait bon ménage avec la médecine. Il faut également préciser que dans la maison familiale, il y avait un buste de Robespierre qui trônait sur la cheminée. Autant dire que Clémenceau a été marqué dès sa plus tendre enfance par les grandes figures de la République. Georges Clémenceau est le deuxième d'une famille de 6 enfants. Son père était aussi médecin et avait participé aux Trois Glorieuses en 1830, à peine débarqué à Paris après 3 semaines de marche. Benjamin Clémenceau, son père, applaudit des 2 mains à la Révolution de 1848, mais déchante rapidement devant la tournure prise par les événements. Louis-Napoléon Bonaparte n'entendait pas continuer la République, mais il restaura l'Empire. Benjamin Clémenceau fut emprisonné suite au coup d'État manqué d'Orsini sur Napoléon III en vertu de la loi de sûreté générale. Détail amusant, lorsqu'il rend visite à son père, il lui dit « Papa, je te vengerai ». Ce à quoi le père répond « Si tu veux me venger, travaille ». Voilà, et c'est ce qu'a fait Clémenceau. Alors il n'a pas tellement travaillé comme médecin, bien sûr, même s'il a exercé en réalité dans les années 1870, alors qu'il était déjà élu, d'abord au conseil municipal de Paris, puis député de la Seine et du Var. Mais le travail réel de Clémenceau, ça a finalement été d'être un orateur à la fois en tant que journaliste, puisque nous y reviendrons, il aura son journal La Justice, et puis orateur, bien sûr, à la Chambre des députés. À partir de 1871, mais très très brièvement, puisqu'il démissionne, en même temps que Léon Gambetta d'ailleurs, lorsque eh bien, est décidé l'armistice avec la Prusse, et surtout l'annexion des départements alsaciens et lorrains par le nouvel empire allemand, mais surtout Clémenceau siège à partir de 1876 dans une assemblée qui, jusque-là monarchiste, en tout cas jusque-là conservatrice, majoritairement orléaniste en 1871, 217 députés orléanistes et quasiment autant de légitimistes, cette Chambre des députés devient républicaine. Alors ça n'est pas une chambre radicale, il y a beaucoup de républicains modérés, mais c'est à ce moment-là tout de même que Clémenceau fait ses premières armes comme orateur craint aussi bien par les républicains, plus modérés que lui, que par les droites, même si les droites parviennent parfois à s'unir à lui de manière conjoncturelle pour faire tomber des ministères. Ce que tu disais, Franck, sur le fait que Clémenceau était considéré comme le tombeur des ministères, même si, avec ironie, il disait « mais c'est toujours le même », c'est vraiment très prégnant dans ce livre. Il y a cette formule qui est amusante, qui est « Clémenceau décloue les ministères ». Ça dit beaucoup de quelle était la puissance du personnage, puissance oratoire et puissance aussi avec son titre de presse, La Justice, puisque Gambetta avait son titre à lui, La République française, Jean Jaurès aura aussi son titre, qui sera bien sûr L'Humanité, et Clémenceau avait le sien, La Justice. Alors il ne le dirige pas personnellement, il délègue Camille Pelletan, qui est un de ses adjoints pour cela. Camille Pelletan sera d'ailleurs élu à la Chambre des députés en 1881, mais tout de même, il y contribue, et ce journal n'est pas très lu, objectivement, il n'est pas connu du grand public, mais il circule dans les cabarets, dans les préfectures, dans les couloirs du gouvernement, et naturellement, Franck, sur les travées de la Chambre des députés. Alors justement, à la Chambre des députés, la joute est verbale, comme tu l'as dit.
Il n'y a pas de caméra, pas de radio, tout passe par la posture et la voix. Et à cet exercice-là, Clémenceau est redoutable. Il est vif, concis, percutant. On opposera souvent son style avec celui de Jaurès. Ce dernier se montre dans ses discours plutôt longs. Il use et abuse de digressions, de figures de style et d'images pour convaincre. Mais pour Clémenceau, l'art oratoire est quelque chose de très particulier. Voici ce que disait Camille Pelletan, son assistant dont tu as parlé Gauthier, en 1883 au sujet des discours de Clémenceau. Sa discussion est serrée, concentrée, rapide, n'a pas besoin d'après et dédaigne toute parure. La parole de Clémenceau est nue, trempée, aiguisée comme un fleuret. Ses discours ressemblent à de l'escrime, il crible l'adversaire de coups droits. Il y a constamment d'ailleurs dans ce livre, en tout cas régulièrement, Franck, un croisement de métaphores finalement entre Clémenceau, duelliste à la Chambre des députés, et puis Franck Clémenceau, escrimeur, et Clémenceau duelliste sur le plan réel. Par exemple, quand Paul Déroulède l'offensera à la Chambre des députés, ça terminera en 1892 par un duel au pistolet. Et Clémenceau s'en tire plutôt bien. On voit que c'est un homme qui a aussi du courage physique. Alors certes, les parlementaires à l'époque, pour beaucoup d'entre eux, ne refusent pas le duel, mais c'est quand même un signe distinctif du personnage qui fait qu'il est aussi respecté à droite parmi les conservateurs. Alors, ce qui est intéressant au niveau du duel, au sujet des duels, c'est que Georges Clémenceau, publiquement, ne prendra jamais parti contre les duels. Alors qu'en privé, il dira toujours que lorsqu'il y a une offense, il est important de laver son honneur, soit par l'épée, soit par le pistolet. Oui, en fait, c'est une survivance monarchique paradoxalement, ce républicain, oui, chez un bourgeois, et un républicain avancé, il ne la conteste pas du tout, cette survivance, il l'admet comme faisant finalement partie du code d'honneur d'un véritable homme politique. Et politique, Clémenceau l'est véritablement, il l'est à une époque où, naturellement, on ne peut pas dire qu'il y ait de véritables partis en tant que tels, déclarés en tant que tels. Ce sont plutôt des mouvances informelles. Et donc, s'agissant des Républicains, on parle d'un parti républicain, naturellement, mais entre guillemets, il n'y a pas de parti encore véritablement constitué. Le premier véritable parti, c'est finalement, à l'époque où Clémenceau débute, c'est en 1882, le Parti ouvrier, qui deviendra le Parti ouvrier français, de Jules Guesde. Hein. Ce sont des socialistes très à gauche, des socialistes collectivistes, qui après se différencieront notamment de Jaurès, mais qui se réuniront au fameux congrès de réunification de 1905, qui sera constitutif de la section française de l'Internationale ouvrière, la SFIO, le parti socialiste. Alors justement, Gauthier, ce qui est intéressant dans le livre de Vinocq, c'est qu'il y a plusieurs choses qui ressortent, mais j'en ai retenu deux. C'est que pour l'auteur, Clémenceau est vraiment un républicain. L'auteur dit « Le nom de Georges Clémenceau doit être associé à celui de la République, dont il a été l'un des soutiens les plus ardents. Charles de Gaulle fut un républicain de raison, parce que la République était le régime voulu par les Français. Georges Clémenceau, lui, fut un républicain de naissance et de conviction. » Ouais, on peut considérer que c'est un républicain avancé, même si il n'était pas maximaliste comme pouvaient l'être certains de ses collègues. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on dirait et on dit que Clémenceau est d'extrême gauche. Mais par exemple, sur une question importante à l'époque, comme l'est le collectivisme, Vinocq nous éclaire et nous montre que Clémenceau n'était pas dans les positions qu'avaient les premiers marxistes de l'époque sur la propriété privée. Par exemple, sur le collectivisme, Clémenceau dit au Cirque Fernando. Le Cirque Fernando, on y reviendra probablement, c'est un des hauts lieux du clémencisme. C'est l'actuel Cirque Medrano dans le 18e arrondissement de Paris. Il dit le 11 avril 1880 sur le collectivisme, je cite, « Quant à me prononcer », il répond en fait à des collectivistes, à des marxistes, hein, « Quant à me prononcer pour votre appropriation collective du sol, du sous-sol, etc., je réponds catégoriquement non. Non, je suis pour la liberté intégrale et je ne consentirai jamais
à entrer dans les couvents. Il utilise à dessein, c'est paradoxal pour l'anticlérical qu'il est, la métaphore des couvents, enfin l'image des couvents. Je ne consentirai jamais à entrer dans les couvents et les casernes que vous entendez nous préparer. Le citoyen qui me questionne, puisqu'il est interpellé, a dit qu'il n'y avait pas que des jésuites noirs. Il a raison, il y a aussi des jésuites rouges. Autrement dit, dans ce discours de 1880, discours de campagne de Clémenceau, de pré-campagne, il compare les collectivistes, les guédistes, les partisans de Jules Guesde, à des jésuites rouges. Ça montre qu'il n'est pas tout à fait à l'extrême gauche quand même. Il y aura plus à gauche que lui, Franck. Alors, il faut préciser que suite à cette joute verbale avec un jeune militant maximaliste, Clémenceau était ovationné par ses électeurs et ses partisans dans son cirque. On estime qu'il y avait à peu près 3 000 à 4 000 personnes devant lesquelles Clémenceau parlait. Mais le lendemain, dans la presse, plus précisément dans Le Temps, il est écrit « Quelque avancé que l'on soit, on se trouve toujours être le réactionnaire de quelqu'un ». Ce qui est intéressant, c'est que toute sa vie, Clémenceau va être critiqué. Souvent critiqué par ses ennemis, ce qui est naturel, mais également critiqué par ses amis, ses anciens compagnons de route. Et lui-même, plus tard, sera dans une posture de critique à l'égard de Gambetta, mais nous y reviendrons. Alors pour l'auteur, il précise une chose concernant les idées politiques de Clémenceau. Voici ce qu'il en dit. On ne peut nier que Clémenceau fut un nationaliste. Son nationalisme, cependant, n'avait rien de commun avec celui qui, de son temps, enfiévrait ceux qui se délectaient de ce mot-là et faisaient de leur patrie un territoire interdit aux autres peuples. Purement républicain, son nationalisme ne s'est jamais conçu comme une fermeture aux autres, un rejet de l'étranger, une passion obsidionale d'une identité menacée. Sa haine du racisme, de l'antisémitisme, de la xénophobie allait de pair avec cette fierté, illusoire ou non, d'appartenir à un grand peuple, celui qui avait allumé pour le monde entier la torche de la liberté. Donc effectivement, Vinocq rappelle, précise, démontre, prouve que notre Georges Clémenceau a toujours été dans sa vie un républicain et qu'il était profondément marqué, voire plus, par l'héritage de 1789, voire même par celui de 1793. Clémenceau est vraiment de France, parisien de Vendée, vendéen de gauche, homme de gauche détesté par la gauche, athée mais communion dans la religion de la République, politicien qui aime les livres et qui en écrit, frère et admirateur de Claude Monet, qu'il s'est poussé jusqu'à la limite de son art. Clémenceau ne cesse d'étonner ses contemporains et ses historiens, dans une vie pleine de contradictions, de traversées d'échecs, et finalement, d'une certaine vie couverte de gloire. Oui, il y avait beaucoup de paradoxes chez Clémenceau, ce qui faisait qu'il ne laissait personne indifférent. C'est d'ailleurs un peu le propre des hommes d'État, me semble-t-il. C'est une opinion personnelle, mais il y a beaucoup d'hommes d'État importants comme ça qui soit sont détestés, soit sont adulés, mais qui ne suscitent pas des sentiments médians. Et il y avait un paradoxe chez Clémenceau, l'anticlérical notamment, et celui qui était aussi, faut le dire, hostile à toutes les religions, c'est que bien qu'hostile aux religions, bien que refusant d'entrer dans la cathédrale de Notre-Dame de Paris lorsqu'il eut le Te Deum après la Première Guerre mondiale, une anecdote qui est revenue un peu dans l'actualité avec Johnny Hallyday récemment, mais on l'a rappelé, bien qu'il ait fait tout ça, Clémenceau, il était fasciné par les religions, par une sorte d'orientalisme qui était très commun à une partie de la population, une partie des élites de l'époque, c'est l'époque de René Guénon par exemple. Il était très fasciné par les religions de l'Orient. Il était capable de soutenir, dans un de ses discours anticolonialistes, on reviendra sans doute sur cette thématique-là, puisque Georges Clémenceau est un des pionniers de l'anticolonialisme, il était capable de soutenir que la prétendue supériorité de la race française que mettait en avant Jules Ferry à la Chambre des députés pour justifier la colonisation française, selon Clémenceau, était toute relative, puisque il y avait des grandes civilisations multimillénaires. Il cite la civilisation chinoise, il cite la civilisation indienne, en mentionnant dont on ne sait même pas quelle est son origine, mais qu'elle s'appuie, Franck, sur une grande religion, l'hindouisme. Ça montre tout de même un des paradoxes de Clémenceau. Oui, dans cette fameuse réponse à Ferry, il cite même Bouddha et Confucius. Et il disait que Ferry devait bien être orgueilleux pour se placer au-dessus de Confucius.
Ceci étant dit, par rapport à son anticléricalisme, je voudrais citer une phrase qui m'a marqué et qui montre un peu l'état d'esprit à l'époque de ces républicains à l'endroit de l'Église catholique. Donc voici ce qu'en dit Clémenceau. C'est une citation parmi d'autres. L'Église a constitué et constitue encore un parti politique. Elle ne peut se résigner à entrer dans la société civile au même titre que d'autres cultes et y jouer simplement le rôle d'une association parmi d'autres associations. Alors on y reviendra, mais un des grands combats de Clémenceau fut l'application stricte de la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. Georges Clémenceau, il faut le comprendre, est un vrai républicain. Mais pour lui, il ne tombera jamais dans cet esprit modéré qu'il reprochera à Gambetta et à Ferry, ni dans ce maximalisme, ni même dans cet extrémisme qu'il reprochera à la gauche et à l'extrême gauche. Pourtant, il y a des phrases de lui dans sa jeunesse qui éclairent vraiment sa nature républicaine, et on voit, bien évidemment, on comprend que ce buste de Robespierre qui trônait dans le salon sur la cheminée l'a profondément marqué. Voici ce que disait Clémenceau. Tous ces empereurs, rois, archiducs et princes sont grands, sublimes, généreux et superbes. Leurs princesses sont tout ce qu'il vous plaira, mais je les hais. Je les hais d'une haine sans merci, comme on haïssait autrefois en 93. Alors qu'on appelait cet imbécile de Louis XVI l'exécrable tyran. Entre nous et ces gens-là, il y a une guerre à mort. Oui, c'est un républicain intransigeant, c'est un jacobin, c'est quelqu'un qui est vraiment l'héritier de la montagne. Franck, tu as cité 1789, mais plus encore 1793. Clémenceau, c'est un héritier de 93. C'est quelqu'un, Clémenceau, qui par exemple, durant sa jeunesse, avant qu'il ne soit élu, a fréquenté l'enfermé, Auguste Blanqui, qui donnera naissance à un courant de pensée pré-socialiste, le blanquisme, qui existe encore à la Chambre des députés quand Clémenceau commence sa carrière, mais qui est tout de même sur sa fin, puisque qu'est-ce que le blanquisme sinon l'insurrection permanente? Qu'est-ce que le blanquisme sinon le refus du suffrage universel, alors que le radical Clémenceau, même radical socialiste, lui, eh bien, soutient le suffrage universel. Finalement, il est élu par le suffrage successif des électeurs de Montmartre et de Draguignan. D'ailleurs, pardon de tout couper, mais cette amitié, elle étonne même Michel Vinocq. Plusieurs fois dans son livre, il en parle et il dit mais on peut s'étonner de cette amitié, voire même de cette admiration, parce que Blanqui, en fait, à lui tout seul, il illustre l'échec, comme tu viens de le dire, de cette politique insurrectionnelle permanente, parce que Blanqui n'a pas réussi justement cette révolution intégrale à laquelle il aspirait. Oui, ce qui est intéressant dans ces extraits du livre sur Blanqui, c'est que Vinocq nous explique que le parrainage, on peut dire, c'est pas tout à fait le bon mot, mais le lien qui a existé entre Blanqui et Clémenceau a fait que Blanqui, par exemple, mandatait Clémenceau pour récupérer du matériel, pour imprimer des libelles. Et puis, Clémenceau, dans cette démarche, s'étant rapproché d'un des ennemis de Blanqui, je n'ai plus le nom en tête, mais d'un des ennemis de Blanqui, Blanqui en est devenu jaloux, et puis petit à petit, l'évolution des positions de Clémenceau a fait que les deux hommes se sont éloignés. Et il y a une autre illustration de cet éloignement entre républicains avancés, on pourrait même dire plutôt révolutionnaires, et républicain modéré, c'est le lien que Clémenceau avait avec Louise Michel. Louise Michel qui était la pétroleuse, une des actrices de la Commune de Paris, qui fut exilée avec d'autres, avec Rochefort notamment, en Nouvelle-Calédonie. Il y a une correspondance nourrie entre Clémenceau et Louise Michel. Louise Michel avance que Clémenceau doit demander à la Chambre des députés, et c'est un des débats des années 1870 jusqu'à la loi d'amnistie 1880, Louise Michel sollicite Clémenceau pour qu'il demande une amnistie générale, pas une amnistie partielle par petits bouts. Ils s'entendent bien, Clémenceau et Louise Michel, à ce moment-là. Mais petit à petit, les liens se distendent. Clémenceau, par exemple, n'est pas présent aux obsèques de Blanqui en 1800,
je crois 81, eh bien cette absence est mal perçue, et Franck, le motif qu'il invoque n'est pas perçu comme sincère. Non, non, non. Alors, il faut juste rappeler et préciser qu'avant son parcours politique assez dense, il a eu une déception amoureuse et une brouille avec son père qui l'a conduit en fait, on va en parler rapidement, à un voyage aux États-Unis d'Amérique. Oui, c'était à la fin des années 1860. Voilà, juste à la fin à la fin de la guerre civile américaine. Et ce qui est intéressant dans ce voyage aux États-Unis, c'est que déjà il y trouve sa compagne en tout cas. C'est un mariage qui ne sera pas heureux, peut-être qu'on y reviendra. Mais surtout, il éprouve, suite à ce séjour américain où il devient à la fois journaliste, professeur d'équitation et de français, il éprouve une sympathie et surtout une parfaite connaissance du système anglo-saxon, de cette démocratie américaine qu'il a beaucoup aimée. Alors cette fascination qui est exercée par l'Angleterre et les États-Unis d'Amérique sur les penseurs de gauche, les révolutionnaires, les républicains et autres libéraux, m'a toujours un peu étonné, notamment aux yeux de l'histoire. Mais dans l'époque, il faut le comprendre quelque chose, c'est que pour Clémenceau, toutes les idées républicaines sont bonnes à prendre, et à l'époque, les États-Unis d'Amérique, à tort ou à raison, passent justement pour ce grand pays qui est réellement démocrate et républicain, contrairement à la France, qui n'est pas encore pleinement dans une optique de forme de gouvernement républicaine. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de la chute de Napoléon III, dans les années 1870, durant cette décennie, donc la République est là, mais elle n'est pas encore vraiment mise en place. Et certains républicains, des proches de Clémenceau, diront de manière ironique, pour montrer que le système républicain actuel est trop lent, on ne va pas assez vite, on ne va pas assez fort, on ne va pas assez loin. Ils disaient, qu'est-ce qu'elle était belle la République sous l'Empire. C'est amusant ce que tu dis, Franck, sur cette parenthèse américaine de Clémenceau, parce qu'il faut dire que quand Clémenceau choisit d'aller aux États-Unis juste après la fin de la guerre de sécession, fin 1865, il essaye un peu de reproduire ce qu'avait fait quelques décennies auparavant, naturellement, Alexis de Tocqueville, qui en avait tiré un livre éclairant sur les débuts de la démocratie en Amérique. Et il faut dire que quelques décennies plus tard, celui qui deviendra un des adeptes de Clémenceau, André Tardieu, qui est une des grandes figures de l'entre-deux-guerres, qui fut plusieurs fois ministre et notamment président du Conseil, André Tardieu, lui aussi fera son pèlerinage en Amérique, et lui aussi en concevra une image éblouissante de l'Amérique, la verticalité des gratte-ciel, la société de consommation et la radio. C'est Tardieu qui est un des fils spirituels de Clémenceau qui, durant l'entre-deux-guerres, et notamment juste avant les élections législatives de 1936, celle du Front Populaire, généralisera la radio en France, notamment comme moyen d'expression publique, moyen d'expression politique. Donc c'est amusant cette parenthèse américaine, puisque elle a influencé Tocqueville naturellement, elle a influencé Clémenceau, et elle influencera un des suiveurs de Clémenceau, André Tardieu, au début du XXe siècle, Franck. Oui, alors comme tu l'as dit, lorsqu'il est débuté, son premier grand combat a été l'amnistie pour les communards emprisonnés, les communards exilés, déportés ou sur le point d'être jugés. Et sur sa route, dans ce combat pour l'amnistie, il croise Victor Hugo. Alors Victor et Georges seront les deux poumons de cette volonté d'amnistie. Le premier, Victor Hugo, combattra au Sénat, le second à la Chambre des députés. Et le premier discours que fait Clémenceau à la Chambre et qui est remarqué, il date du 16 mai 1876 et il y défend l'amnistie. Alors à l'époque, la question était de savoir si on devait gracier tous les communards, et certains disaient, bah oui, il faut différencier les crimes de sang des délits. Et Clémenceau répondait, mais dans une guerre civile, comment faire la différence entre les crimes de sang, les délits? Et il disait qu'un régime authentiquement républicain devait savoir pardonner, parce que si ce régime républicain ne pardonnait pas, il se comporterait en fait comme les monarchies les plus despotiques. Hugo, pour l'amnistie, ça a été un combat qui a été long, difficile. Plusieurs fois, ils ont cru qu'ils ne l'obtiendraient pas, cette amnistie totale. Hugo écrit même dans la presse, pour montrer son engagement, « Si mon nom signifie quelque chose, il signifie amnistie ». Léon Gambetta, lui, répondra
à Hugo et à Georges Clemenceau de cette manière. Quand est-ce que vous me débarrasserez de ce haillon de guerre civile? Les joutes continuent, et finalement, après de nombreuses péripéties, de combats dans la presse, dans les chambres, le gouvernement Freycinet fait voter une loi sur l'amnistie qui recueille 312 suffrages favorables contre 136. C'était une première et belle victoire morale pour Clemenceau et ses alliés. Oui, ce combat pour l'amnistie des communards, des communeux, comme on les appelait à l'époque, des acteurs de la Commune de Paris entre mars et mai 1871, ça a été un combat de 4 ans. Naturellement, l'Assemblée nationale élue en 1871 n'allait pas adopter cela dans son ordre du jour puisqu'elle était majoritairement conservatrice. C'est l'Assemblée la plus conservatrice de l'histoire de France. Mais à partir de 1876, il y a plusieurs votes qui n'arrivent pas à leur terme, mais qui aboutissent effectivement à cette loi d'amnistie générale en 1880. Qui fait aussi que le camp républicain s'élargit considérablement, et s'élargit considérablement sur sa gauche, avec le retour avec un double mouvement en fait, le retour des anciens déportés, dont certaines figures politiques, comme Rochefort, qui immédiatement arrivé en France, fonde un journal, L'Intransigeant, qui est un immense succès éditorial, et puis des militants républicains un peu désœuvrés qui se mettent à espérer dans une vraie république, une république sociale. Dans une époque où, encore une fois, comme on le disait il y a quelques minutes, il n'y a pas de parti vraiment structuré, y compris de parti républicain, mais où il y a plutôt des choses qu'on imaginerait difficilement aujourd'hui au XXIe siècle. Des réunions contradictoires où des candidats s'affrontent, enfin des candidats affrontent des candidats d'autres tendances. Un candidat guédiste peut très bien donner la contradiction à un royaliste, c'est tout à fait commun à l'époque. On organise des réunions dans des cirques, comme le fameux cirque Fernando qui revient à longueur de page dans ce livre de Michel Vinocq, donc l'actuel cirque Medrano, où Clemenceau fait chaque année un compte-rendu de mandat, aussi une habitude parlementaire qu'on a un petit peu perdue aujourd'hui. Puis il y a d'autres choses qui peuvent surprendre, des usages politiques finalement d'un premier républicanisme qui étonne un peu. Ce sont par exemple, puisqu'il n'y a pas de parti, comment sont désignés les candidats ? Eh bien, les candidats sont appointés par des comités cantonaux ou des comités d'arrondissement qui les désignent plus ou moins spontanément. De même que sont plus ou moins spontanés les cahiers de doléances, il faut bien appeler ça comme ça, que la population soumet aux candidats un petit peu avec un rappel esthétique aux cahiers de doléances de 1788, quand la population française soumettait ses cahiers au roi Louis XVI. C'est une époque voilà, où il y a une esthétique républicaine qui est en construction, une esthétique qui s'est un petit peu perdue, on va dire, naturellement après le choc de la Deuxième Guerre mondiale, qui s'était aussi un petit peu perdu, il faut le dire, et on y reviendra sans doute, avec Clemenceau, président du Conseil, après la victoire de la Première Guerre mondiale, quand il y a eu l'Union sacrée. On a mis un petit peu ça de côté pour unir tous les partis, et il y a tout de même une partie de cette esthétique républicaine, de ces usages du premier républicanisme qui sont passés vers des formes plus contemporaines, plus modernes d'organisation partisane. Les premiers grands partis, à droite, l'Action libérale populaire de Pieux en 1902, la SFI en 1905, la SFIC, futur parti communiste avec le Congrès de Tours en 1920. C'est une époque, Franck, qu'on a assez de mal à comprendre sur le plan politique. Oui, c'est une époque à la fois dense et mouvementée, parce qu'il y a différentes affaires, il y a le colonialisme, on l'a dit, il y a également eu l'affaire Dreyfus, dont on parlera peut-être, il y a ces tensions au niveau national et international avec l'Allemagne et les empires centraux. Un des enseignements de ce livre, me semble-t-il, c'est que les hommes politiques de ce siècle étaient vraiment différents des nôtres et également avaient une vision
même si c'est pas forcément la nôtre, même si on la partage pas, avait une vision de la France, une vision beaucoup plus forte, et en tout cas beaucoup plus souveraine, voire même souverainiste, sans parler de politique actuelle et contemporaine. C'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on entend Clémenceau, lorsqu'on lit Clémenceau et qu'on s'imagine, en tout cas l'entendre, hein, c'est comme ça que je disais ce livre, toutes ces discussions sur l'Union européenne, sur tous ces grands sujets hein, qui ont agité l'actualité politique française, aussi bien en 2005, en 2007 qu'en 2009. En tout cas, je pense qu'elles auraient été perçues comme inimaginables à l'époque. C'est qu'à l'époque, on s'écharpe sur la forme du gouvernement, on s'écharpe pour savoir si le gouvernement doit être soumis ou non à l'Église catholique. Par contre, à part bien évidemment les internationalistes, sur l'ensemble de l'échiquier politique, il y a quand même cette notion partagée hein, de la gauche en passant par le centre, la droite et les partis de droite extrême. Il y a cet attachement quand même à une image d'une certaine France forte, d'une France belle, d'une France grande. Oui, c'était des hommes publics qui étaient tout à fait différents de nos élites politiques actuelles. On était parlementaire tout en étant avocat, tout en étant capitaine d'industrie. Les députés de droite étaient plutôt catholiques et les députés républicains étaient plutôt protestants. Il n'y avait pas que des anticléricaux, même si tous les députés de gauche étaient laïcs naturellement. Et c'était aussi une époque où, pour y revenir, l'influence de la presse était prédominante. Un simple exemple qui est un peu une césure dans ce livre de Vinocq, avec un chapitre qui, hélas, nous donne un petit peu la fin de l'histoire, qui s'appelle La Chute, un chapitre qui raconte l'élection législative de 1893, dans cette circonscription du Var autour de Draguignan. Ce chapitre nous montre l'influence de la presse, parce que Clémenceau est détesté pour diverses raisons. Il y a le scandale du Panama, il y a aussi, il faudra peut-être y revenir quelques minutes, le fait qu'il ait appuyé le général Boulanger sans prévoir le boulangisme, c'est-à-dire cette espèce de populisme spontané qui demande la révision de la Constitution. Bref, Clémenceau est détesté. Il est tellement détesté qu'au scrutin d'arrondissement, il suscite contre lui une demi-douzaine de candidatures qui sont des candidatures haineuses. C'est pas du tout des candidatures constructives autour de figures qui auraient un programme politique, a fortiori un programme politique pour l'arrondissement de Draguignan, hein, pas du tout. Ce sont des candidatures contre Clémenceau à telle enseigne que se fonde en 1893, ça ne s'invente pas, un comité anti-clémenciste. Voilà, on sait clairement de quoi ça parle. Et le soutien des mineurs de Carmaux, le soutien de Jean Jaurès n'est pas suffisant pour empêcher que pour la première fois de sa carrière, Georges Clémenceau perdent la députation en 1893. Il la perd définitivement, il est écarté de la scène parlementaire pendant quasiment 10 ans, il reviendra ensuite au Sénat en 1902, un peu paradoxal puisqu'il était, étant jeune, contre le Sénat, c'est une autre histoire, mais cette élection en 1893, c'est la césure. Le livre de Michel Vinocq nous le montre bien avec ce chapitre, La Chute. Or, il y a, au-delà de ces candidatures de témoignage contre Clémenceau, il y a un élément qui favorise cette chute, à quelques centaines de voix près, c'est l'influence du petit journal. Le petit journal, on aurait du mal à comprendre ce que c'est à l'heure actuelle où la presse n'est plus vendue. C'est un journal qui tire à 1 500 000 exemplaires à l'époque, qui même tirera à 2 millions d'exemplaires en 1895. Qui a un procédé pionnier de colorisation de ses suppléments. C'est un journal qui est lu et connu de tous les Français. C'est le journal qui tire le plus sur toute la planète. Eh bien, forcément, quand il y a 40 000 exemplaires du petit journal qui encombrent la gare de Draguignan quelques jours avant le vote et qui sont distribués à dessein dans les boîtes aux lettres des électeurs, ça ne fait pas le poids, et Franck, grâce à l'influence de la presse qu'on comprend mal aujourd'hui, Clémenceau est battu. Oui, puis rapidement, mais il faut aussi revenir sur le fait qu'à l'époque, la violence politique, qu'elle soit physique ou verbale, est beaucoup plus forte et agressive que ce qu'on peut connaître aujourd'hui. À l'époque, lorsqu'il y avait des manifestations de rue et le gouvernement en place, quelle que soit la couleur politique, faisait tirer sur la foule, parfois il y avait 100, 200, 300 morts. Alors certes, les gens étaient un petit peu émus, mais aujourd'hui, on
on serait dans un état d'excitation et d'emballement médiatique si lors d'une manifestation politique, il y avait 1 ou 2 morts. La campagne qu'a vécue Clémenceau, elle a été vraiment très très dure. On n'imagine pas aujourd'hui un homme politique de premier plan se faire injurier dans la presse comme il a été injurié. On l'a considéré comme l'homme vendu aux puissances étrangères, on a dit de lui que c'était un escroc, un parvenu. Il y a des dessins de lui en première page où on le voit jouer avec des pièces d'argent pour montrer en fait qu'il est soudoyé. Aujourd'hui, on n'imagine pas un homme politique de premier plan se faire attaquer de cette façon par la presse française, alors qu'en Angleterre, les tabloïds anglais, pardon pour cet anglicisme, ne se privent pas pour faire parfois des campagnes très dures, et dans certains cas outrancières, voire même carrément malveillantes. Oui, c'est vrai, c'est une époque de violence politique qu'on imagine mal actuellement. Pour revenir brièvement et anecdotiquement sur cette élection de 1893, un des adversaires de Clémenceau, par exemple, un de ses contradicteurs, pas un de ceux qui se présentent contre lui, le marquis de Morès, s'était fait connaître quelque temps avant cette campagne parce que lors d'un duel, il avait tué un officier. Il avait tué un officier, ce qui avait suscité un immense émoi populaire. Et c'est l'époque aussi où Jules Grévy, quelques semaines après être tombé grâce à Clémenceau, enfin de la faute de Clémenceau, Jules Ferry peut, en pleine chambre des députés, faire l'objet d'un coup de pistolet et il est blessé très grièvement. C'est l'époque de Ravachol, c'est l'époque où des anarchistes peuvent jeter des bombes à clous dans les travées de la chambre des députés. Une violence politique qu'on comprendrait mal actuellement, qui appartient au 19e siècle, qui appartient à cette époque où certes la restauration monarchique apparaît comme peu probable, parce que le comte de Chambord se prend les pieds dans le drapeau blanc, et voilà, il n'arrivera pas à restaurer la monarchie. Mais les républicains se structurant lentement après la Commune de Paris notamment, c'est très conflictuel entre cette première droite et ces premières gauches. Cette violence politique, Franck, elle n'est pas vraiment étonnante. Non, elle n'est pas étonnante, et renvoie aussi d'une certaine façon à la violence politique qu'il y a eu en 93 entre les Girondins et les Montagnards. Alors ceci étant dit, lorsque Clémenceau est débuté, il aura Gautier en face de lui. Alors, il a eu bien évidemment plusieurs adversaires, mais j'en ai retenu 2 d'adversaires principaux, à savoir Gambetta et Jules Ferry. Est-ce que tu veux nous dire un mot sur l'opposition entre Gambetta et Jules Ferry ? Oui, c'est un peu paradoxal pour Léon Gambetta, puisque pendant à peu près 5 années, et même un peu plus, en gros entre 1871 et 1876, Léon Gambetta et Georges Clémenceau, c'est un peu un seul homme, ce sont un peu les champions de ce parti républicain en émergence. À telle enseigne que, par exemple, durant le gouvernement de défense nationale, quand il faut défendre la France contre la Prusse, le préfet du Rhône, Chalmel-Lecourt, tombe malade. Et à qui pense Gambetta pour le remplacer à la préfecture du Rhône? Il pense à Clémenceau. Alors ça ne s'est pas fait, mais l'anecdote démontre qu'il y avait déjà en 1871, tout début 1871, des liens d'amitié, d'estime réciproque entre Clémenceau et Gambetta. Alors les deux figures on partage aussi ce trait, un peu le fait du hasard, qu'ils n'ont pas participé à la Commune de Paris. Ils ne sont pas donc atteints par cette tunique de Nessus qui recouvre les vrais républicains, enfin les républicains les plus avancés entre 1871 et en gros la loi d'amnistie de 1880. Clémenceau, naturellement, était maire d'arrondissement pendant quelques semaines en 1871, maire du 18e arrondissement de Paris, mais il n'a pas été un acteur direct de la Commune, même s'il a été témoin des prémices de la Commune avec l'affaire des canons en mars 1871, mais il a fait aussi des voyages en province. Il n'était pas présent durant la semaine sanglante, en gros à la fin mai jusqu'au 27 mai 1871, donc il n'est pas un acteur direct. Non, c'est pas un acteur direct, par contre c'est vrai qu'il ne participe pas à la guerre civile, du moins il fait tout pour l'éviter, mais il aura toujours, on va dire, une certaine sympathie pour ce peuple de Paris qui, de son point de vue, est trahi par les élites bourgeoises et politiques de l'époque.
Oui, bien sûr. Alors là-dedans, il y a de la sincérité, certainement. Il y a aussi sans doute du cynisme, hein, de l'utilitarisme politique. C'est-à-dire que selon les républicains les moins modérés, on va dire, ceux qui ne sont pas tiers, qui ne sont pas Ferry, qui ne sont pas Grévy, etc. Les communards, la commune de Paris représente vraiment la pointe avancée de la République française, son acception sociale qui est tant idéalisée par les républicains, et il y a tout lieu d'amnistier les communards. Maintenant, évidemment, ça constitue aussi les sympathisants de la Commune de Paris, un vivier électoral, notamment dans le premier fief électoral de Clémenceau, qu'est Clignancourt, qu'est Montmartre. Voilà, c'est un peuple ouvrier, urbain, précocement républicain, voire précocement socialiste, que naturellement Clémenceau convoite. Après, il se déplacera politiquement, parce qu'à l'époque il y a les candidatures multiples, hein, il se déplacera à Draguignan, mais il y a, Franck, je pense, dans ce souci de valoriser la Commune de Paris, à la fois une sincérité du républicain de conviction, et puis un petit peu de cynisme politique. Bien évidemment. Alors, ce qui est intéressant dans l'opposition entre Gambetta et Clémenceau est la chose suivante. Dans le livre de Stefan Zweig, consacré à Joseph Fouché, Stefan Zweig dit une phrase qui m'a profondément marqué, que je cite souvent, qui est la suivante. Elle consiste à dire que les militants communistes, une fois au pouvoir, ne sont jamais des ministres communistes. Donc Gambetta et Clémenceau vont être amis, partenaires d'un combat politique commun, et lorsque Gambetta sera au pouvoir, il va être l'objet de critiques de Clémenceau. Clémenceau reprochant un peu ce qu'on dira à l'époque de ces militants communistes au pouvoir sous le directoire, le consulat puis l'Empire, il reproche en fait à Gambetta de ne pas être assez républicain. Clémenceau attaque Gambetta en lui disant qu'il fait preuve de timidité et il lui reproche même un certain pragmatisme. Gambetta, lui, répond à ces attaques qu'il est au pouvoir, et lorsqu'on est au pouvoir, il y a un principe de réalité et qu'on ne peut pas en faire fi. Clémenceau, lui, pense que, indépendamment de ce principe de réalité, lorsqu'on est au pouvoir, on doit mener à fond cette politique pour l'émergence d'une république au sens où Clémenceau l'entend. Et en fait, Gambetta, à l'époque, va être taxé d'un mot qui est resté très fort dans le vocabulaire de l'époque, et celui, Gauthier, de l'opportunisme. Plusieurs fois, Gambetta et ses amis vont se voir taxés d'être des opportunistes, de mener une politique opportuniste. Et là, je vais citer Gambetta, parce qu'il faut quand même que Gambetta puisse se défendre. Et donc Gambetta, dans un texte à la Chambre, qu'il dit à la Chambre, voici ce qu'il dit. Cette politique, on l'a appelée d'un nom mal fait, d'un véritable barbarisme. Pour une chose mal conçue, il fallait un mot mal conçu. On l'a appelé opportunisme. Si ce barbarisme signifie politique avisée, ne laissant jamais passer l'heure propice, les circonstances favorables, mais ne sacrifiant rien, ni au hasard, ni à l'esprit de violence, on pourra, tant qu'on voudra, appliquer cette politique une épithète malsonnante et même inintelligible. Mais je dirais que je n'en connais pas d'autre, car c'est la politique de la raison, et j'ajouterais que c'est la politique du succès. Donc on voit bien que dans ce passage, Gambetta répond à cette accusation d'opportunisme, à la fois en expliquant que son nom d'opportunisme est mal donné, mais que lui, il assume pleinement ce fait d'être un réaliste et de ne pas céder justement aux différentes tentations, comme il le dit, je ne sacrifie rien, ni au hasard, ni à l'esprit de violence. Et la deuxième réponse que fera Gambetta à cette accusation d'opportunisme de la part de Clémenceau et de ses amis, c'est de dire que s'il doit n'y avoir qu'une seule réussite de Gambetta, c'est la suivante, c'est l'instauration et la consolidation de la République qui a permis à la bourgeoisie de laisser de côté ses frayeurs afin de ne plus confondre le régime républicain avec barricades et incendies. Oui, c'est aussi une des différences entre la politique parlementaire au XXIe siècle et la politique parlementaire au XIXe siècle. Parce que Gambetta est qualifié d'opportuniste. On n'a pas tellement l'impression qu'il
il trouve l'épithète un petit peu mal adaptée, mais il ne le renie pas vraiment. Alors que, de nos jours, on dirait à des élus qui factuellement seraient de droite, vous êtes de droite, ils le rejetteraient. On dirait, il n'y aurait pas de tolérance de la part de ces élus pour ce qu'ils sont réellement. Et Gambetta dit simplement, comme tu l'as dit Franck, et comme le rappelle Michel Vinocq, qu'il est finalement pour une politique des opportunités. C'est ça l'opportunisme, c'est prôner une politique de l'opportunité, la réalisation de la République en France par des réformes successives, pragmatiques. Plutôt douces. Plutôt douces, alors oui, que Clémenceau c'est ça. est plutôt dans un mode plutôt... Clémenceau, il veut tout de suite, voilà. Finalement. Clémenceau va être considéré à l'époque comme un enragé. Oui, il est considéré comme un rouge, comme un ultra jacobin, etc. Lui, naturellement, dénie l'épithète de rouge et a fortiori de collectiviste. Mais Gambetta accepte, bon an mal an, d'être désigné comme opportuniste. La famille opportuniste sera nommée ainsi très officiellement, puisqu'il n'y a pas de parti, encore une fois, à cette époque, fin des années 1870, Gambetta meurt en 1882, il n'y a pas de parti à cette époque. On accepte donc de distinguer parmi ce parti républicain une mouvance opportuniste. Vous pourrez d'ailleurs retrouver sur le site de Fréquence Histoire, fréquencehistoire.fr, une frise qui vous présente toutes les nuances du parti républicain avec de la droite à la gauche et bien finalement des républicains modérés, ça part de Grévy, ça va jusqu'à Gambetta, ensuite une gauche radicale, ensuite les radicaux qui deviendront des radicaux socialistes, Clémenceau accepte l'adjectif, donc des hommes comme Clémenceau, comme Pelletan, et puis, puisqu'il y a toujours plus à gauche que soi, des socialistes qui émergent, et puis tout à gauche, les plus maximalistes d'entre tous, qui sont d'ailleurs en dehors du jeu parlementaire, ce sont, Franck, les anarchistes. Oui, bien évidemment. Et les anarchistes, comme tu le disais très bien. Alors, autre grand adversaire que Clémenceau a dû affronter, donc, c'est Jules Ferry. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cet antagonisme remonte à loin. Alors, pour Ferry, Clémenceau est un dangereux, un exagéré, du même style qu'Hébert lors de la Révolution de 1789-93. Pour Clémenceau, Ferry est un conservateur. Et ce jugement de conservatisme à l'endroit de Ferry, il date du siège de Paris. À l'époque, la question de réprimer les communards était posée, et Jules Ferry, lui, était pour la solution radicale, c'est-à-dire l'usage de canons. Clémenceau trouvait ça honteux, excessif. Depuis lors, entre les deux, il ne pouvait y avoir d'entente. D'un côté, il y avait le radicalisme de Clémenceau, de l'autre, l'opportunisme. Il faut comprendre cette opposition comme l'impatience de la révision constitutionnelle contre la prudence du républicanisme modéré. Pourtant, les deux sont des laïcards. Mais Clémenceau veut hâter la laïcisation du pays. Clémenceau et ses amis attaquent encore et toujours Ferry sur ces mesures timides en faveur de la laïcisation de la France. Clémenceau refuse, à l'instar de Ferry, et tu en as parlé tout à l'heure, Gauthier, toute forme d'impérialisme français, comprendre le colonialisme et les conquêtes extérieures. Il réfute la thèse de Ferry, qui expliquait que les races supérieures devaient éduquer et civiliser les races inférieures, en, comme tu l'as dit Gauthier tout à l'heure, expliquant que ces races inférieures n'étaient peut-être pas aussi inférieures, notamment la civilisation indienne avec le bouddhisme qui a essaimé dans toute l'Asie, et également la Chine avec le confucianisme. Ferry finit par démissionner suite à l'affaire du Tonkin, donc ça aussi ça pourrait faire l'objet d'une émission. Et ensuite, il y a différentes étapes que Vinocq décrit très bien, à savoir la montée en puissance du mouvement et du parti radical, à tel point qu'en mars 1906, la victoire des radicaux aux législatives est nette et sans bavure. Alors Ferdinand Sérien doit former un nouveau cabinet. Alors il est choisi pour deux raisons à la fois contradictoires mais très utiles d'un point de vue politique. Ferdinand Sérien, c'est un homme effacé mais surtout influent. Et en fait, il est capable de réunir les forces du centre et du parti radical. Et pour l'époque, il dirige une équipe prestigieuse de spécialistes. Il nomme Léon Bourgeois au ministère des Affaires étrangères, Poincaré Raymond, de son prénom, aux finances,
Aristide Briand au sulfureux ministère des Cultes. En revanche, ce qu'on ne sait pas, ce que j'ai appris grâce à Vinocq, je ne sais pas ce que tu en penses Gauthier, c'est que Aristide Briand, qui doit négocier les inventaires de l'Église, il préfère avoir Clémenceau avec lui plutôt que contre lui. Et en fait, il explique à Sarrien qu'il conditionne sa participation au gouvernement à celle de Clémenceau. Sarrien s'incline, et ce dernier, Clémenceau, obtient l'intérieur, alors que la France va connaître une vague de grèves très importante, des grèves qui seront quasi insurrectionnelles. Oui, Clémenceau et Briand, paradoxalement, seront ennemis ensuite, puisque ils se tireront dans les pattes. En tout cas, Briand fera tout pour que, en 1920, quand le mandat de Raymond Poincaré arrive à son terme, Clémenceau ne puisse pas être élu à, non pas la présidence du Conseil, mais la présidence de la République, qui n'était pas un poste à pouvoir important à l'époque, mais qui était très honorifique. Il était convenu, plus ou moins, que Clémenceau soit élu parce qu'il avait été celui qui avait mené victorieusement la France durant la Grande Guerre. C'était aussi un homme politique avec 50 années d'expérience. On avait donc jugé qu'il était opportun qu'il soit élu président de la République. Eh bien, pas du tout, et notamment du fait des manœuvres de Briand, mais Clémenceau n'était pas avare de manœuvres. J'y reviendrai dans quelques instants en faisant un petit saut en arrière pour parler du boulangisme. Eh bien, à cause de ces manœuvres, c'est Paul Deschanel qui a été élu, qui a dû démissionner, vous savez bien, au bout d'un an, parce qu'il était plus ou moins fou. Pour revenir sur ce Clémenceau manœuvrier, qui est une des nombreuses facettes que Vinocq illustre, entre Clémenceau parlementaire, journaliste, orateur, duelliste. Le Clémenceau manœuvrier, c'est par exemple celui qui, tout en refusant d'entrer au gouvernement quelques années en 1879, lorsque Jules Grévy lui propose, et bien en 1885 pousse en avant un pion qui s'appelle Georges Boulanger, un général populaire qui va devenir charismatique, puisque eh bien, ce général se pique de politique et il veut une révision constitutionnelle. Clémenceau aussi veut la révision constitutionnelle, ça n'est pas pour autant que Clémenceau deviendra boulangiste. Clémenceau s'écartera de Boulanger en 1886. En 1887, en 1887, Boulanger est muté à dessein à Clermont-Ferrand puisqu'il prend trop d'importance. Et en 1888, Boulanger se lance en politique. Alors c'est un feu de paille, puisque 3 ans plus tard, Boulanger se suicide sur la tombe de sa maîtresse, mais en ces 3 ans, il s'est passé des choses intéressantes. Il y a eu 40 députés boulangistes qui ont été élus lors des élections législatives de 1889, ces mêmes élections qui ont d'ailleurs vu la défaite d'un personnage important comme Jules Ferry. Jules Ferry a perdu la députation à ce moment-là, il s'est recyclé au Sénat, mais il est mort quelques semaines après. Mais c'est l'émergence du phénomène boulangiste, on pourrait dire le premier populisme français, avec des hommes comme Dillon, avec aussi des hommes comme Barrès, puisqu'il n'y avait pas de parti à l'époque, c'était des frontières assez floues. Boulanger, bien sûr, qui siège, mais qui, quand il voit en juin 1888 que sa proposition de révision constitutionnelle n'aboutit pas, il démissionne aussitôt. C'est un épisode assez intéressant. On peut dire que Clémenceau a ouvert une boîte de Pandore et qu'il s'est fait un peu piéger. Ça contribue directement tout de même à sa défaite de 1893. Ça contribue aussi à une modernisation, enfin je ne sais pas si c'est une modernisation, mais une mise à jour des institutions, puisque Boulanger étant jugé trop puissant, on interdit en 1889 les candidatures multiples. On fait en sorte que le boulangisme franc ne se reproduise plus, même si on n'est plus tout à fait dans une époque d'effervescence républicaine, déjà se prépare la Grande Guerre. Non, bien sûr, parce qu'en fait, on a reproché à Clémenceau en fait, d'utiliser le boulangisme, sans être boulangiste lui-même, pour en fait aiguillonner le parti républicain avec ses hommes au pouvoir et ses parlementaires. Donc comme je le disais avant ce rapide et nécessaire rappel de cet épisode entre Clément et Boulanger, Clémenceau, en tant que ministre de l'Intérieur, déclare, non sans ironie, « Je suis le premier flic de France ».
de France. Et comme je le disais tout à l'heure, la France, à partir de 1906-1907, va connaître des grèves très importantes. Il faut comprendre et se rappeler qu'à l'époque, la CGT a défini son orientation comme syndicaliste et révolutionnaire avec la charte d'Amiens, tandis que la SFIO est sur une position, on va dire, plus révolutionnaire, anti-réformiste bourgeoise, malgré les hésitations et les pas de danse de Jaurès. Très rapidement, Clémenceau est confronté à une grève qui fait suite, Gauthier, à la catastrophe de Courrières. Plus de 1000 morts à l'époque, c'est le 10 mars 1906, c'est la plus grande catastrophe minière d'Europe. Et contrairement aux usages de l'époque, il refuse d'envoyer la troupe de façon préventive, c'est-à-dire dès que la grève se déclare. Oui, c'est un événement considérable, 1 millier de morts, et qui d'ailleurs indirectement a fait qu'il y a eu en France l'édification d'un code du travail. C'est une des conséquences de cette catastrophe. Alors, pour calmer justement ces esprits, à la fois aussi bien les bourgeois que les ouvriers qui désirent travailler, que les grévistes et les forces de l'ordre, il se rend à Lens dès le 17 mars et affirme aux grévistes que leur droit de grève sera respecté et qu'il fera tout pour faire respecter leur droit de grève sans envoyer de troupes, à condition qu'aucune personne ni propriété ne soit menacée. Cependant, la grève prend de l'ampleur. 40 000 grévistes sont déclarés. 40 000 grévistes qui ne supportent plus, depuis trop longtemps, leurs piètres conditions de travail. Les grévistes s'échauffent. Et là, Clémenceau se résout à envoyer une troupe de 20 000 soldats le 20 mars, 3 jours après avoir dit qu'il n'enverrait pas la troupe. Et c'est paradoxal tout ça, parce que Clémenceau, allié à Jaurès, lorsque Jaurès se cherchait entre gauche républicaine et socialiste, devient finalement Clémenceau continuateur de ceux qui envoyaient la troupe contre les mineurs de Carmaux en 1892. On voit franck l'évolution d'un personnage qui occupe le pouvoir, en fait. Qui occupe le pouvoir, c'est-à-dire qu'il passe du républicanisme avancé à une forme de centre-gauche gestionnaire. Et justement, cette décision, elle marque le début du divorce entre Clémenceau et la gauche socialiste, révolutionnaire et syndicaliste. Qu'est-ce que lui reproche cette gauche révolutionnaire et syndicaliste, comme tu viens de le dire, d'être en réalité un conservateur, un partisan de l'ordre et surtout un briseur de grève. Cette grève dans le nord de la France fait tache d'huile et elle atteint même Paris. L'Écho de Paris titre à l'époque « Vers la Révolution ». À l'approche du 1er mai 1906, Clémenceau avertit Victor Gruffelès, secrétaire général de la CGT, que celui-ci sera tenu pour responsable de tous les débordements contre les biens et les personnes. Et, d'un point de vue politique, manœuvrier, Clémenceau fait aussi arrêter plusieurs militants d'extrême droite. Donc on le voit en la manœuvre. Il frappe la gauche, il frappe la droite. Il arrête les militants d'extrême droite car il dit il a la préparation d'un complot. Pour que ce 1er mai se passe bien, il fait aussi venir 45 000 soldats à Paris pour assurer la sécurité de cette fête du travail qui se déroule, on dirait aujourd'hui, sous haute surveillance policière. Cette fête du travail se déroule sans aucun débordement notoire. Autre événement de la fin de l'année qui est très important, le 18 octobre 1906, Sarrien, malade, recommande Clémenceau au président Fallières pour lui succéder. Oui, c'est un peu le retour en grâce de Clémenceau, puisque, comme nous le disions brièvement, à l'été 1893, Clémenceau est battu à la députation par un illustre inconnu, un conservateur mais un illustre inconnu. Il est écarté pendant 9 ans de la vie parlementaire. Que fait-il entre 1893 et 1902 ? Eh bien, il reprend à pelletan la gestion de la justice, par exemple. Il reprend en main la justice, il baisse le prix pour en faire un journal un peu plus grand public, puis il paye ses dettes aussi, parce que Clémenceau a beaucoup de dettes, à telle enseigne. Vinocq nous livre l'anecdote qu'à la fin de ses jours, il vendra un tableau de Poussin pour régler une partie de ses dettes, je crois 200 000 francs de mémoire. Bref, entre 1893 et 1902, pour revenir un petit peu en arrière, au moment où un Jaurès émerge politiquement, puisque Jaurès est réélu en 1893, il avait été élu une première fois en
85, mais il avait perdu ensuite. À ce moment-là, Clemenceau passe de parlementaire en vue à journaliste. Hein. Il pige à l'Aurore et puis il gère bien sûr son quotidien, La Justice. C'est pas tout à fait un passage à vide pour autant. C'est pas tout à fait une traversée du désert, puisque aujourd'hui, si un homme politique d'ampleur nationale devenait journaliste ou chroniqueur de télévision, on pourrait dire ça y est, c'est la fin de sa carrière politique. Rappelez-vous à l'époque la puissance du journalisme d'opinion sur les masses populaires aussi bien que sur l'administration, sur les préfectures, sur le gouvernement. Donc Clemenceau redevenu journaliste, c'est important tout de même. Et il revient donc en 1906, pour le coup il arrive au pouvoir. C'est vrai que pour l'instant on ne peut pas dire, mais peut-être qu'à terme il y aura un homme politique qui va devenir journaliste et qui reviendra en grâce, peut-être dans le futur. On ne sait pas encore. Oui, mais il me semble plutôt que c'est des schémas du 19e siècle qui correspondent au fait que, à l'époque, les hommes politiques sont des littérateurs comme Victor Hugo, sont des journalistes comme Clemenceau ou comme Gued, sont parfois des philosophes comme Jean Jaurès, et ne sont pas des avocats, ne sont pas des avocats, mais peuvent aussi bien être totalement à l'inverse, des ouvriers, comme le seront beaucoup de parlementaires du Parti communiste, en vertu d'une certaine méritocratie interne. Ce sont des époques qu'il ne faut pas juger rétrospectivement avec des critères du XXIe siècle. Il faut très attention à cette façon de l'anachronisme intellectuel. L'anachronisme tue l'histoire. Alors, une fois président du Conseil, Gautier, sa principale tâche est de créer un cabinet. Donc très rapidement, il met en place des hommes à lui. Il met en place le socialiste René Viviani à la tête d'un ministère du Travail inédit, c'est-à-dire que le ministère du Travail est créé en 1906. Il met le général Picard, qui avait défendu Dreyfus comme ministre de la guerre, et il met son ami et journaliste diplomate Stéphane Pichon à la tête du Quai d'Orsay. Conformément à l'habitude de l'époque, il garde la présidence du Conseil avec un portefeuille ministériel. Ça veut dire que Clemenceau demeure à l'intérieur. Comme tu l'as dit, il maintient brillant à l'instruction publique et au culte. Alors son programme ministériel, il est dévoilé le 5 novembre 1906 à la Chambre. Et en fait, son programme est très simple. Il vise à maintenir la paix avec l'Allemagne, tout en réformant l'armée, afin de préparer la France à un éventuel conflit. Selon le fameux adage qui prépare la paix, qui prépare la guerre, qui prépare la paix, la guerre. Et c'est vraiment à une époque, on pourrait dire, de montée des périls, puisque quand Franck vous explique que Clemenceau veut la paix avec l'Allemagne, de quelle Allemagne parlons-nous? Nous parlons d'une puissance qui donc bâtie à partir de l'unification de 1871 est en train de se construire une puissance militaire, notamment une puissance navale, une puissance qui inquiète tellement le Royaume-Uni, première puissance européenne et première puissance mondiale tout court jusqu'en 1914. Le Royaume-Uni est tellement inquiété par l'Allemagne et ses constructions, notamment le Tirpitz, qu'il établit une nouvelle doctrine stratégique qui s'appelle le Two Standard Power. Autrement dit, la marine militaire britannique, selon les stratégistes militaires britanniques, doit être supérieure aux deux marines suivantes, l'allemande et la française, pour être, selon les Britanniques, en mesure d'être la première... Plus un bateau. Plus un bateau, ouais. Oui, c'est la petite anecdote. Tout est dans le symbole, pour être en mesure, éventuellement, de remporter une guerre compressant, peut-être pas mondiale, mais au moins européenne. C'est aussi l'époque pour aller jusqu'au bout de l'anecdote, donc de cette Angleterre victorienne jusqu'en 1901. C'est l'époque de cette je sais pas s'il faut dire de ce défilé militaire naval, mais en tout cas tous les vaisseaux militaires britanniques mis bout à bout font une longue chaîne de 52 km. Ça vous donne un aperçu de la puissance militaire britannique contre laquelle émerge la puissance navale allemande. Franck. Alors même si sur le plan international, l'actualité est dense et mouvementée avec cette montée des périls, comme vient de le dire Gautier, sur le plan intérieur, le gouvernement de Clemenceau ne chôme pas. Alors il déclare vouloir accomplir la réalisation de la loi sur les retraites ouvrières, la loi sur les 10 heures quotidiennes, améliorer la loi Waldeck-Rousseau sur les syndicats. Il se pose la question de racheter la compagnie des chemins de fer de l'Ouest qui est en faillite. Il veut intervenir dans le contrôle de la sécurité dans les mines avec
possibilité de rachat des compagnies houillères par l'État et les particuliers, c'est quelque chose de plutôt novateur pour l'époque, et également de préparer un projet de loi sur l'impôt sur le revenu. Ouais, finalement, paradoxalement, il est protectionniste, alors que Franck il était plutôt libéral à l'origine. Ouais, c'est comme quoi la réalité du pouvoir... Ça peut changer les hommes. Mais, comme on l'a dit, la grande affaire de ce gouvernement reste l'application de la loi de séparation des églises et de l'État. Alors il faut savoir qu'au niveau international, cet acte républicain va être condamné par Pie X dans l'encyclique Vehement-Ternos. Alors cette encyclique et également cette volonté de Clémenceau de mettre définitivement en place cette loi de séparation de l'Église et des Églises et de l'État va susciter de grands débats, aussi bien en France et à l'étranger. Mais très rapidement, Clémenceau va se faire attaquer par son aile gauche, par un ancien camarade, un ancien ami même politique, qui est Maurice Allard, et qui trouve que la mise en place de cette loi de séparation est beaucoup trop longue. Ce à quoi Briand rétorque, le 9 mai 1906, que la loi de séparation est une loi, écoutez bien, d'apaisement, que l'État laïque n'est pas anti-religieux, mais areligieux. Allard répond à Briand, la religion n'est que la caricature de la philosophie. Ce que nous poursuivons, c'est la lutte contre l'Église, qui est un danger politique et un danger social. Le christianisme est un obstacle permanent au développement social de la République et à tout progrès vers la civilisation. Allard va même plus loin. Il espère même que l'éclatement de l'Église catholique en plusieurs mouvements schismatiques pourrait réduire son influence sur la société, ce à quoi, de manière étonnante, Jaurès, le socialiste, lui répond « La France n'est pas schismatique, mais elle est révolutionnaire. » Comme quoi, même à l'époque, la France fait née de l'Église, ça veut encore dire quelque chose, et ce n'est pas rien. Oui, naturellement, puisque la majorité de la société française, jusqu'au recensement de 1931, est rurale. Et donc les comportements électoraux s'en ressentent. Il y a toujours une influence du clergé catholique, une influence de la noblesse rurale, de ce qui reste de la noblesse rurale, sur le comportement des populations. Alors, président du Conseil, Clémenceau l'est, et on peut même dire qu'il a été le président du Conseil le plus à gauche, qui est connu jusqu'alors la Troisième République. Mais c'est aussi, comme il garde l'intérieur, c'est aussi le premier flic de France. Et pour ses nombreux adversaires, il reste cet homme, le briseur de grève. Pour ses adversaires, Clémenceau s'illustre par sa férocité, à la fois contre les mouvements sociaux et contre le personnel politique. Personnel politique envers lequel il a peu d'estime, quand il ne l'accable pas d'un profond mépris. Ainsi, anecdote racontée par Vinocq, quand il décide de retirer le portefeuille des finances au vieux président Ribaud, Clémenceau déclare « Il est voûté, mais ce n'est pas un abri sûr ». Durant cette période, les mineurs, les électriciens, les vignerons se mettent en grève. Certaines seront insurrectionnelles. Par exemple, la préfecture de Perpignan sera incendiée. Il y a également des mutineries dans les forces armées, qui refusent de réprimer des travailleurs. Mais Clémenceau s'en sort. Tout est réprimé, parfois violemment. Certains même sont révoqués de leurs emplois, d'autres poursuivis par la justice. Pour Clémenceau, tout est bon ou presque pour que les affaires entrent dans l'ordre. De fait, la Chambre, hostile aux émeutes de rue et à la révolution syndicale ou républicaine, confirme son appui à Clémenceau. Il y a une anecdote révélatrice du pouvoir de la presse et de la manipulation de celle-ci par le pouvoir politique. Je ne sais pas si cet exemple t'a marqué, Gauthier, mais moi, il m'a profondément plu et m'a fait penser à certaines histoires actuelles dont nous ne parlerons pas, car ce n'est pas notre propos. Alors, lors de toutes ces grèves qui marquent toute la France, les vignerons, les électriciens, c'est quand même des métiers qui sont quand même importants pour l'époque, Clémenceau, dans un souci d'apaisement, non dénué de visée politique, comme toujours, il reçoit le chef gréviste et non violent, Marcellin Albert. Celui-ci est venu en train à Paris et, au moment de se dire au revoir, il dit candidement à Clémenceau que celui-ci n'a pas d'argent pour payer son billet retour. Alors Clémenceau, de manière ostensible, lui fait remettre 100 francs. Ce que ne sait pas Albert, c'est que dans la pièce voisine, un journaliste a été placé par Clémenceau. Le lendemain, la presse fait passer Albert comme un acheté, un vendu, par le ministre, ce qui discrédite Albert aux yeux des vignerons. Finalement, la grève s'essouffle
Et le 29 juin 1907, la Chambre vote la fameuse loi qui posait problème, celle qui fixait une taxe sur les sucres utilisés pour la chaptalisation. On pourra encore parler longuement de ces méthodes, mais nous pouvons dire que son style de premier flic de France l'amène à se brouiller avec de nombreux amis ou partenaires de lutte, notamment avec Jaurès, qui, au départ de son cabinet, n'écartait pas la possibilité d'une alliance avec le leader radical. Mais très rapidement, la joute reprend et les anciens amis, collègues deviennent adversaires. On rapporte cet échange au Parlement, qui est très révélateur, entre Jaurès et Clémenceau. Clémenceau l'apostrophe devant tout le monde, en lui disant « Monsieur Jaurès, vous promettez tout à l'ouvrier, mais vous n'êtes tout de même pas le bon Dieu. » Ce à quoi Jaurès répond « Et vous, monsieur Clémenceau, vous n'êtes tout de même pas le diable. » Et Clémenceau de répondre « Qu'en savez-vous » Oui, cette rivalité, une de plus qu'entretient Clémenceau, la rivalité entre Clémenceau et Jaurès, elle s'explique aussi par un chassé-croisé politique. C'est-à-dire que Clémenceau évolue d'un républicanisme avancé à un républicanisme de gestion, et en tout cas le parti radical, donc qui existe à partir de 1906. Jaurès, lui, fait le chemin inverse, c'est-à-dire qu'il n'est pas socialiste lorsqu'il est élu pour la première fois député en 1885. Ce sont les événements de Carmaux qui font de lui, et puis les lectures bien sûr qu'il peut avoir, un socialiste. En 1892, et il passe dans le camp socialiste. Après il ferraille avec Gued avant l'unification. Ce sont plutôt les Jaurésiens qui l'emportent par rapport aux guédistes. Mais il y a un chassé-croisé politique. Cette rivalité tout début du XXe siècle entre Clémenceau et Jaurès s'explique parce que, pour résumer à grands traits, Clémenceau est plus à droite que durant sa jeunesse, et Jaurès, lui, est plus à gauche. Mais tous ces événements politiques, parlementaires, ces embrouillamini de cabinet, puisque tu dis, Franck, sur l'influence de la presse, tout ça s'évapore un petit peu devant ce qui est tout de même le grand événement, véritable début historique du XXe siècle. Franck, c'est la Grande Guerre, 1914, le choc. Ouais. Alors juste avant la Grande Guerre, ce qui est intéressant dans le parcours politique des amis, c'est que lorsque Gambetta et Clémenceau sont amis, ils attaquent le pouvoir en place. Une fois que Gambetta est au pouvoir, Clémenceau attaque Gambetta en lui reprochant une certaine tiédeur. Une fois que Clémenceau est au pouvoir, on va lui reprocher sa dureté. Donc en fait, l'expérience du pouvoir modifie constamment les rapports humains et de fait les rapports politiques. En tout cas, une constante à gauche en France, soit on est au pouvoir et en gros on se centrise, c'est l'exemple de Mitterrand qui se fait élire en 1980 avec les communistes et qui en 1988 se rapproche plutôt du centre, c'est aussi l'exemple de François Hollande de manière plus contemporaine, soit on est partenaire mineur comme le Parti communiste et on s'éteint politiquement. Les ministres communistes entre 1981 et 1983 ont préexisté par rapport à la fin politique du PCF. Alors comme tu l'as dit, il y a cette grande déflagration européenne, voire même mondiale de la guerre de 14-18, donc on va passer sur les événements guerriers, militaires, pour arriver en fait au 13 novembre 1914, 13 novembre pardon, 1916, pardon. 2 ans après le début de la guerre. 2 ans après le début de la guerre, lorsque le gouvernement Pellevalet tombe. Et le président Poincaré doit rapidement lui trouver un successeur. Donc comme chacun sait, Poincaré n'était pas très ami, voire même carrément hostile à Clémenceau. Il avait le choix entre Caillaux et Clémenceau. Mais Poincaré va se résigner à prendre Clémenceau pour la simple et bonne raison que Clémenceau est favorable à une victoire militaire. De plus, il est impressionné par la force morale de Clémenceau, par cette capacité de retourner une salle, une chambre, alors qu'elle lui est hostile, alors que Cailleux est plutôt le partisan d'une paix de compromis, et en plus, on le soupçonne déjà d'intriguer contre la France en faveur de l'Allemagne. La guerre se poursuit, et dès le janvier 1917, Charles Ier d'Autriche avait entamé des pourparlers de paix secrets avec Poincaré.
Et celui-ci, Poincaré, se montre enthousiaste à ces propositions de paix, parce que Charles Ier est prêt à faire des concessions, et Poincaré lui aussi est prêt à faire des concessions, aussi bien sur les colonies que sur les avantages commerciaux. Pourtant, Clémenceau, belliciste, souhaite la guerre jusqu'au bout, et il refuse de cette paix négociée, prétextant que c'est un piège tendu par l'Allemagne. Il a déclaré à la Chambre « Nous nous présentons devant vous, dans l'unique pensée d'une guerre intégrale. » Pourtant, dans sa jeunesse, Clémenceau avait déclaré « La seule façon dont les questions puissent se supprimer, par la justice et non par la force. » Donc Clémenceau refuse ces offres de paix séparées, cette paix séparée qui donnera lieu à l'affaire Sixte Bourbon-Parme. François Fechtot, dans son livre Requiem pour la monarchie, explique qu'une paix était possible. Selon lui, elle était motivée entre autres par les convictions catholiques de l'empereur d'Autriche, Charles Ier. Les négociations s'enlisent dans un amateurisme flagrant, et le ministre des Affaires étrangères américain, Robert Lansing, qualifie de la manière suivante la manière de procéder de Clémenceau comme un acte d'une bêtise révoltante. En effet, Georges Clémenceau avait fait publier la première lettre de Charles Ier, dans lesquelles celui-ci était prêt à faire des concessions territoriales pour lui et son allié allemand, à la fois pour sauver son empire, mais surtout pour épargner des vies. Ces négociations secrètes, rendues publiques par le geste de Clémenceau, transmettre une lettre à la presse, met Charles d'Autriche dans l'embarras, et celui-ci se trouve obligé de démentir les concessions faites à la France, notamment sur l'Alsace-Lorraine et la Belgique. La paix ne se fera plus qu'avec l'écroulement et la destruction des empires centraux. Mais la manœuvre de Clémenceau ne s'arrête pas là. Clémenceau, de par son charisme, de par sa puissance, il redonne courage aux Français, il rend hommage aux poilus, il rend hommage également à toutes ces personnes qui sont à l'arrière. Il dit à la Chambre « J'en rends hommage à ces soldats silencieux, ces soldats de l'usine, sourds aux suggestions mauvaises. Je rends hommage à ces vieux paysans courbés sur leurs terres. » Et il parle également des robustes femmes de l'arrière, à ces enfants qui apportent leur aide. Clémenceau, également, met fin aux attaques contre lui menées par les pacifistes. Il dit non, fin des campagnes pacifistes. Ni trahison, ni demi-trahison, la guerre, la guerre, la guerre. Il précise toutefois, nous sommes sous votre contrôle de l'Assemblée. La question de confiance est posée. Il est acclamé par l'Assemblée. L'extrême gauche et les militants d'Action française et les ligues de droite l'accusent de pouvoir personnel. Lui, Clémenceau, est omnibulé par la fin de la guerre et il veut la victoire coûte que coûte. Il restaure la confiance. Il met tout en œuvre pour que la République soutienne le choc de cette guerre. Guillaume II avait dit que les démocraties, France et Royaume-Uni, s'effondreraient d'elles-mêmes si la guerre devait durer. Au contraire, Clémenceau épure l'administration. Il révoque le préfet de Seine, qu'il juge incompétent. Il révoque également toutes les personnes qui se disent pacifistes. Il généralise l'appel aux troupes coloniales, cette fameuse force noire du général Mangin. Il nomme même le député sénégalais Blaise Diagne, qui vient d'adhérer à la SFIO, commissaire général chargé du recrutement indigène. Malgré les révoltes, 65 000 hommes sont ainsi recrutés dans les colonies en 1918. Clémenceau fait également appel à l'immigration italienne, avec le président du Conseil Orlando, pour obtenir cette manœuvre d'appoint. 70 000 Italiens viennent en France en mars 1918. Le vent tourne, les Américains sont entrés en guerre à la fin de l'année 1917, et la guerre finit par être remportée. Clémenceau est au relais de la victoire. Représentant de la France à la conférence de paix de Paris de janvier-juin 1919, il y défend 3 priorités. La rectification et la réintégration de l'Alsace-Lorraine, les réparations et l'assurance de la sécurité de la frontière franco-allemande. Suite à cela, il aspire à une retraite paisible, mais Gauthier va nous expliquer que les choses ne se sont pas réellement déroulées ainsi. Oui, effectivement, c'est le piteux épisode de l'élection présidentielle de 1919. 2 incises avant de revenir sur cet épisode. Tu disais, Franck, en substance, que la vie parlementaire a continué durant la Première Guerre mondiale, même s'il y avait l'Union sacrée, naturellement, qui allait des royalistes ultras pas aux anarchistes, mais aux
socialistes en tout cas. En Allemagne, ça n'a pas été ça du tout, puisque la vie politique, la vie parlementaire a été contrôlée, a été corsetée durant ces 4 années, sous l'influence principalement d'Hindenburg et de Ludendorff naturellement. Et puis, seconde assise, à la fin de la guerre, c'est donc l'allégresse, et il y a une photographie émouvante de ce livre de Vinocq, qui revient sur Clémenceau, qui est maintenant octogénaire, et qui inaugure un monument aux morts. C'est aussi l'époque où, naturellement, dans toutes les communes de France, il y a des monuments aux morts, ou pas de monuments aux morts dans certaines communes récalcitrantes, mais dans la plupart des cas, il y a des monuments aux morts qui sont souvent de belles statues, des statues émouvantes avec des colombes, des symboles républicains, des poilus, des enfants. Et on voit sur une de ces photos Clémenceau qui inaugure un de ces monuments. Clémenceau qui, tu le disais Franck, aborde donc cette élection présidentielle de 1920, pardon, pas 1919. Le mandat, le septennat de Raymond Poincaré, qui a donc commencé en 1913, après le mandat d'Armand Fallières, se termine en 1920. Et on pressent que, même si j'ai un peu défloré l'anecdote tout à l'heure, on pressent que Clémenceau est le candidat idéal pour être président de la République. Encore une fois, un poste avec pas tellement de pouvoir, hein, c'est en raison de cette absence de pouvoir qu'un homme comme Périer en 1895 a démissionné, puisqu'il jugeait qu'il ne pouvait rien faire tout simplement, mais c'est tout de même un poste honorifique. Alors Clémenceau a cette phrase amusante, après sa défaite, a posteriori, il dit à quelqu'un qui lui demande s'il n'a pas des regrets, il lui dit quelque chose comme en substance, hein, c'est pas le verbatim, mais vous n'auriez pas imaginé que j'eus inauguré l'exposition horticole en tant que président de la République. Si j'avais été président de la République, moi, Clémenceau, je me serais impliqué dans la politique extérieure de la France. Ça aurait été intéressant d'ailleurs de voir ce qu'aurait fait Clémenceau vis-à-vis de l'Empire colonial, par exemple. Mais en tout cas, un Clémenceau président n'aurait pas été celui qui, pour reprendre la formule bien connue, aurait inauguré les chrysanthèmes. Mais ça ne s'est pas passé comme cela. Lors d'une des réunions préparatoires avant le congrès à Versailles, le congrès c'est donc la réunion à l'époque du Sénat et de la Chambre des députés, actuelle Assemblée nationale, lors d'une des réunions préparatoires, il apparaît que Clémenceau n'est pas en si bonne posture que ça. Il n'était pas forcément perdant par avance, mais il choisit tout de même par orgueil de se retirer, alors que inversement, quelqu'un comme Poincaré, qui était un peu dans la même situation 7 ans plus tôt, en 1913, lui avait maintenu sa candidature jusqu'au bout, il avait été élu président. Bref, c'est Paul Deschanel qui est élu président de la République française en 1920. Au bout d'une année à peu près, visiblement, il n'est pas à la hauteur de la fonction, et tout à la fois, il est un petit peu comme l'avait été Périer 25 ans plus tôt, un petit peu déçu par le fait qu'il n'a pas de pouvoir réel. Et alors, il ne démissionne pas, en tout cas il ne démissionne pas tout de suite, mais il y a cette anecdote célèbre. En gros, il a des bouffées de chaleur, il fait du somnambulisme, et il tombe d'une des fenêtres du train présidentiel à la hauteur de Montargis. Voilà, bon, c'est une anecdote, il n'y a pas besoin de revenir excessivement dessus, mais quelques mois plus tard, en tout cas, il démissionne. Pas question, naturellement, pour Clémenceau, et on va conclure sur ces notes qui sont moins politiques, puisque pas question pour Clémenceau, naturellement, de retenter une candidature, hein, pas du tout. C'est Alexandre Millerand qui succède à Deschanel. Clémenceau est voilà, il a quitté la politique, il est dans toute autre chose maintenant. Entre 1921 et sa mort en 1929, il voyage, il va au sens propre chasser le tigre, c'est une anecdote amusante vis-à-vis de son surnom. Il visite différents pays, il visite notamment l'Empire colonial néerlandais. Symboliquement, il ne mettra jamais le pied sur un territoire de l'Empire colonial français, notamment pas l'Indochine,
vis-à-vis duquel il s'était écharpé avec Ferry, Ferry-Tonquin en 1885, il ne mettra jamais les pieds sur une terre de l'Empire français, hormis Djibouti. C'est symbolique tout de même du fait que Clémenceau, c'est symbolique du rapport de Clémenceau à l'Empire colonial, c'est-à-dire anticolonialiste dans le verbe, et puis il n'exprimait pas ce besoin, comme pouvaient l'avoir certains hommes politiques à l'époque, d'arpenter l'empire colonial. Après tout, un homme politique comme Loubet, qui fut président de la République à peu près à cette époque, avait été un peu auparavant administrateur colonial. Eh bien, Clémenceau sera resté anticolonialiste jusqu'au bout, contre la colonisation à la Chambre, et puis il n'aura pas connu notre empire durant ses voyages à la fin de sa vie. Non, alors juste pour finir, il revient à Paris, il paye ses dettes, il s'achète une Citroën, mais André Citroën ne veut pas lui la faire payer. Clémenceau exige en retour qu'il accepte 10 000 francs pour la caisse de solidarité des ouvriers. Donc comme tu l'as dit, il écrit des livres, etc. On va pas passer dessus. Donc Clémenceau meurt, et juste avant de mourir, il déclare « Pour mes obsèques, je ne veux que le strict minimum, c'est-à-dire moi ». Au moment de sa mort, l'humanité ose écrire au sujet du tigre qu'il fut l'un des ennemis les plus acharnés de la classe ouvrière et les défenseurs des intérêts capitalistes. Alors Vinocq conclut en disant que par ses convictions, il était un homme de gauche. Par ses responsabilités prises comme chef de gouvernement, il a été maudit par cette même gauche, du moment que celle-ci s'est affirmée révolutionnaire avec la montée en puissance du socialisme puis du communisme. Petite anecdote, le 12 mai 1946, De Gaulle, pour tenir sa promesse de 41, vient lui rendre hommage et dit « Au fond de votre tombe vendéenne, Clémenceau, vous ne dormez pas. Certainement la vieille terre de France qui vous enterre pour toujours a tressailli avec colère, tandis que le pas insolent de l'ennemi et la marche feutrée des traîtres foulaient le sol de la patrie. » En novembre 2017, le président de la République française, Emmanuel Macron, annonce que 2018 sera l'année Clémenceau en France. Nous verrons bien. Oui, ce qui est intéressant pour revenir aux funérailles de Clémenceau et faire un parallèle avec De Gaulle que tu viens de citer, Franck, on constate que Clémenceau demande expressément à ce qu'il n'y ait pas de cérémoniel de l'État, pas de présence officielle, etc. Ça n'est pas tout à fait respecté d'ailleurs par les autorités. De Gaulle, en 1952, dans son testament, ne voudra pas aussi qu'il y ait de présence officielle de l'État, ça ne sera pas non plus tout à fait respecté. On peut se demander, il faudrait creuser la question, si cette volonté de Gaulle n'est pas inspirée de l'exemple de Clémenceau 23 ans auparavant, ce serait intéressant. Alors une petite remarque d'une auditrice qui dit, Gauthier, pas très ouvert à la spiritualité, et pourtant Clémenceau faisait la queue à la porte de Madame Freya Grande, voyante renommée du moment. Oui, là, je ne peux pas éclairer vraiment, je saurais quoi dire. On n'a pas parlé, c'est pas tout à fait la vie affective de Clémenceau. On n'a pas parlé de l'aspect vie affective, mais pour dire quand même brièvement, il avait donc, tu as dit Franck en début d'émission, connu une jeune femme qui s'appelait Marie aux États-Unis en 1866 à peu près. Il l'avait épousée et il avait, alors là c'est intéressant politiquement, il avait divorcé au début des années 1890. Clémenceau promouvait le divorce parmi les acquis de cette société républicaine avancée. Il l'a lui-même appliqué dans son couple. Mais pour cette voyante, j'en sais pas plus. Alors il y a une question qui m'a adressée, donc je la lis. Franck, auriez-vous un reproche politique à faire à Clémenceau? Alors à titre personnel, j'aurais évidemment plusieurs reproches à faire. Ce n'est pas l'objet de l'émission, c'est une émission historique. Mais si je dois répondre quand même à la question, je dirais que le seul reproche que je devrais lui faire, au-delà de la loi de la séparation de l'Église et de l'État, c'est son refus en fait de la paix séparée, de cette guerre à outrance, de cette volonté belliciste qui aurait pu, je pense, économiser le sang des hommes, parce que rappelons-nous que Napoléon disait qu'une guerre en Europe est une guerre fratricide. Il y a également une autre remarque d'une auditrice, surprise Gauthier que vous n'évoquiez pas le fait qu'il a mis du temps à passer à la seconde, qu'il a ramé avant d'être connu et reconnu. Oui, c'est relatif, puisque Clémenceau étant né en 1841 et quand même élu député à 30 ans,
C'est pas mal pour l'époque. Il est quand même maire d'arrondissement, pas acteur de la commune, mais témoin de la commune, constamment réélu pendant 17 ans. Il se recycle comme sénateur. Moi, je pense qu'il a réussi quand même assez jeune, sur plusieurs tableaux également, puisque pour y revenir, sans se répéter, il était tout à la fois littérateur, successivement, puis en même temps parlementaire, etc. Il a même essayé, ça n'a pas marché, de faire une pièce de théâtre. Moi, je trouve qu'il a réussi assez jeune, et que c'est un homme public qui démontre l'exemple d'une longue carrière politique. À l'époque, on vivait à peu près 50 ans. 50 ans, c'est la durée de la carrière de Clemenceau. Entre 1871, sa première élection à la députation, et son échec à la présidentielle de 1920. Donc moi, je trouve qu'il a à la fois... il a à la fois duré politiquement, et il a commencé jeune avec des postes prestigieux tout de même. Il y a une autre question dont on en a parlé, c'est pouvez-vous expliquer la position de Clemenceau dans son refus de la proposition de l'empereur autrichien d'une alliance avec la France pour la fin de la boucherie de 14-18 ? Clemenceau voulait la destruction des empires centraux, hein, notamment l'Autriche-Hongrie, qui est un empire catholique, mais surtout il considérait d'un point de vue politique que la manœuvre de Charles Ier n'était qu'un subterfuge pour gagner du temps. Donc voilà l'explication de Clemenceau. Il y a à la fois une idée politique que personnelle, la destruction de la monarchie et d'une monarchie catholique, mais surtout le fait que d'un point de vue politique, il s'attendait à un piège de l'empereur autrichien. Gauthier, il n'y a plus de questions sur le chat. Il n'y a plus de questions. Merci pour vos différentes questions sur cet homme d'État et grande figure à la charnière des 19e et 20e siècles, qui était Georges Clemenceau. Merci pour votre écoute pour cette troisième chronique littéraire de Fréquence Histoire. Fréquence Histoire qui s'était intéressé les mois précédents, pour rappel, à Antonio Gramsci puis à Nicolas Machiavel. Nous vous donnons rendez-vous le 16 janvier prochain, pas pour une chronique, mais pour, vous savez, cette émission qu'on a intitulée Date clé, qui revient sur une date importante de notre histoire. Cette fois-ci, c'est le 16 janvier. Le 16 janvier 27 avant Jésus-Christ, les tout débuts du Principat augustéen, le début du règne d'Octave, devenu Auguste en tant qu'empire romain. L'émission ne sera pas en direct. Et puis, Franck, pour conclure, pour la conclusion de la conclusion, rappelons qu'il y a eu, publié sur le site de Fréquence Histoire, un livre de la semaine, tu reviens peut-être quelques secondes, sur un livre sur la Bastille de Jean-Christophe Petit-Fils. Oui, Jean-Christophe Petit-Fils, en fait, dans cet ouvrage passionnant, revient sur la Bastille pour expliquer vraiment ce que fut cette prison, loin de la légende noire propagée par différents auteurs, notamment un auteur plutôt protestant, calviniste, qui va écrire un livre dans les années 1700, qui va être un peu l'ouvrage de référence pour faire de la Bastille une prison d'État sombre, dans laquelle les conditions de vie sont très difficiles. Donc c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. Petit-Fils utilise une très grande clarté, il utilise des documents d'époque, sa plume elle est facile, elle est fluide, de nombreuses anecdotes pour comprendre vraiment ce que fut cette Bastille, cette prison d'État. Et rappelons-le que le 14 juillet 1789, lorsque la foule parisienne révolutionnaire prend la Bastille, ils s'attendent à voir plein de prisonniers en haillons dans des conditions de vie extrêmement précaires. Et finalement, il n'y aura que 7 personnes, dont un fou et 4 faux irlandais. Voilà, et 4 faux monnayeurs. Voilà, donc Jean-Christophe Petit-Fils revient sur cet épisode, et aussi sur moultes anecdotes. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses intéressantes et ironiques à lire. Donc j'espère que cette chronique vous donnera envie de lire cet excellent ouvrage de Petit-Fils. Voilà, et puis il y a d'autres livres de la semaine qui vont être mis en ligne sur le site de Fréquence Histoire. D'ici là, on se retrouve donc le 16 janvier prochain, et nous verrons comment, en 27 avant Jésus-Christ, Octave est devenu Auguste. Comment et pourquoi ? Comment et pourquoi, le premier empereur de Rome. Merci Franck, merci aux auditeurs. Merci Gauthier, à bientôt. À bientôt.